Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Mathieu Brejon de Lavernié, qui est agrégé d'histoire et docteur en histoire, actuellement pensionnaire à la Fondation Thiers, et qui va nous parler de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, dont les origines sont sur notre montagne. Et il vient d'éditer un livre sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui nous a apporté et que vous pourrez examiner en sortant. Donc, je lui passe la parole parce que nous sommes tous dans l'attente de son exposé. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci de m'avoir invité et j'espère donc pouvoir vous présenter cette Société de Saint-Vincent-de-Paul que vous connaissez sans doute déjà. On appelle aussi les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, nées en 1833 dans le quartier de Latin, donc sur la montagne Sainte-Geneviève. Pour commencer, en guise de mise en bouche, je voudrais simplement rappeler ce qu'est la famille vincentienne, parce qu'on confond parfois les conférences avec la congrégation, avec les filles de la charité. Ça n'est pas toujours très clair, même si ça l'est sans doute pour la plupart d'entre vous. Pourquoi parle-t-on de famille vincentienne? Évidemment en référence à son fondateur, Vincent de Paul, dont vous avez ici un portrait, dont l'action au XVIIe siècle fut double, si on essaie de la résumer simplement, action à la fois spirituelle et matérielle. Spirituel, il voulait évangéliser, en particulier le pauvre peuple des campagnes, délaissé à la différence des fidèles des villes, et pour cela former des prêtres. Sa charité a ainsi su se faire intellectuelle, spirituelle, et il créa à cet effet les prêtres de la mission, dits les lazaristes, qui se chargèrent de missions et de séminaires. Action spirituelle mais aussi matérielle. Il ne suffit pas de prêcher le salut pour M. Vincent, il faut encore et d'abord même ne pas mourir de faim. D'où son inlassable activité charitable qui consista à mettre les riches au service des pauvres. C'est le sens de la fondation des confréries des Dames de la Charité à Châtillon en 1617, dames qui, sous l'autorité des curés, se réunissent pour trouver les moyens de secourir les pauvres de la paroisse. Mais aussi sous l'impulsion de Louise de Marillac, dont vous avez aussi ici un portrait, Vincent de Paul fonde une congrégation spécialement vouée à la charité corporelle, les Filles de la Charité, et dans l'esprit de Vincent de Paul, ici, il s'agit de mettre les pauvres au service des pauvres. Le recrutement social des premières Filles de la Charité étant extrêmement modeste, charité qui se déploie essentiellement dans les hôpitaux et les paroisses. Il y a donc, si vous voulez, dans la famille vincentienne, dès le XVIIe siècle, des prêtres, des religieux, des bonnes sœurs, puisque ce sont des religieuses, mais des séculières, donc pas exactement des religieuses, et puis aussi des dames charitables. D'une certaine manière, il manquait uniquement des hommes laïcs, et c'est ici qu'entre en scène une quatrième fondation au XIXe siècle, à savoir les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, dont nous allons nous entretenir ce soir. Ces conférences contribuent à la redécouverte au XIXe siècle du grand saint du grand siècle, pour le dire avec l'un de ses biographes, et ces conférences ont réactivé un certain nombre de ses intuitions dans un contexte évidemment qui n'a plus rien à voir et que je vais commencer par vous présenter. Alors quel est le contexte de la fondation des conférences de Saint-Vincent-de-Paul en 1833 dans le quartier latin? Pour comprendre la France du XIXe siècle, je ne vous apprends rien, il faut toujours remonter à son événement fondateur, traumatique, qui est la Révolution française. Et dans le domaine politique, la Révolution entraîne une profonde instabilité, la succession des régimes créant des fidélités concurrentes et des mémoires opposées. Et l'on comprend bien que les fondateurs, 6 jeunes gens et un homme un peu plus âgé, en 1833, aient choisi dans leurs conférences charitables de ne pas parler de politique, pour justement essayer de mettre à l'écart ces divisions extrêmement fortes entre eux. Par ailleurs, ces jeunes gens de la génération de 1830 sont fortement marqués par l'abbé de Lamennais qui, tirant les conséquences du régime précédent, la Restauration, plaide pour une dissociation, sinon une séparation de l'Église et de l'État, afin que la chute de l'ordre temporel n'entraîne pas avec lui l'ordre spirituel.
Or, ces jeunes gens, après la Révolution de Juillet, sont témoins de la mise à sac de l'archevêché et de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et ils en gardent une impression extrêmement amère, dont vous pouvez trouver la trace dans le journal de Montalembert qui est édité. Donc une profonde instabilité politique, mais aussi une question sociale qui se présente comme un véritable défi dans cette France de la première moitié du XIXe siècle, et en particulier à Paris. Paris est marqué alors par une forte immigration de travail, originaire de province, et en une génération, 25 ans, la capitale gagne 1 million d'habitants. Donc 900 000 habitants sous la monarchie de Juillet, 25 ans après, sous le Second Empire, 1,8 million d'habitants. Évidemment, la capitale n'est pas prête, la ville n'est pas prête à absorber cet afflux massif et rapide de gens originaires de province, et donc développe un certain nombre de pauvretés et de pathologies criminelles extrêmement fortes. Vous savez qu'ensuite, sous le Second Empire, Haussmann essaie de remodeler la capitale pour la rendre à la fois plus saine et puis aussi plus sûre. Et les démolitions, très fortes dans le centre de la capitale, avec des hausses de loyers, entraînent une sorte de différenciation de la pauvreté. Dans le centre de la capitale se trouvent surtout des vieilles gens qui ne travaillent plus, souvent seuls, parfois des veuves. Donc on a ici une forme de pauvreté assez traditionnelle, permanente, à laquelle s'attellent les conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis dans les quartiers périphériques, au contraire, et en banlieue, une pauvreté d'ouvriers, de jeunes familles, qui, elles, sont toujours sur un petit peu la frange. Et quand le chômage survient, une maladie, un accident, elles se trouvent dans des situations d'indigence et là font appel aux conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Donc on a deux types de misère auxquelles ces conférences vont être confrontées. Et puis on est aussi, en tout cas sous la monarchie de Juillet, dans une époque de libéralisme et donc d'intervention minimale de l'État dans le domaine social, ce qui laisse une grande place aux œuvres charitables privées et à la philanthropie en général. Troisième élément de ce décor, le contexte religieux. La politique religieuse de la Révolution française a eu quelques effets importants à moyen terme qui nous intéressent ici. Tout d'abord, la persécution du clergé, les divisions à l'intérieur du clergé entre jureurs et réfractaires, l'interruption de la formation des clercs et des ordinations, la désorganisation des paroisses ont par contre-coup renforcé dans l'Église le rôle des laïcs, à la fois pour la défense de leurs églises, au sens des monuments, mais aussi renforcer le rôle des laïcs dans la transmission de la foi en famille. Alors gardons en mémoire ce rôle des laïcs qui est extrêmement important et qui va nous retenir bientôt. Deuxième élément important, qui là s'inscrit dans un XVIIIe siècle plus large, c'est la critique par les Lumières des ordres contemplatifs, jugés inutiles. Et en contrepartie, ça développe à l'intérieur de l'Église et chez les théologiens une apologétique, c'est-à-dire une défense de la foi par l'utile. D'une certaine manière, prier ne sert à rien ou est peu utile. En revanche, ce qui compte, ce sont les œuvres, c'est la charité. Et Voltaire lui-même disait que Saint Vincent était son saint préféré. On est bien dans ce climat-là. Et les œuvres, dans la première moitié du XIXe siècle, vont être un des éléments, dans la continuité de cette apologétique par l'utile, les œuvres vont être un des éléments du réveil religieux. Et de nombreux hommes reviennent vers l'Église, justement, par la charité. La charité d'abord, si vous voulez, la foi ensuite. C'est un petit peu caricatural, mais ce schéma correspond assez à un certain nombre de retours d'hommes à la foi dans les années 1830-1840. Ce renouveau religieux du XIXe siècle, qui touche l'Europe aussi bien catholique que protestante, s'appuie sur trois éléments fondamentaux que vous avez ici sur la diapositive. Tout d'abord, un élément sociologique. La noblesse de cour, souvent libérale et voltairienne à la fin de l'Ancien Régime, revient des migrations beaucoup plus pieuse. Or, c'est elle qui donne le ton aux retours religieux nombreux au XIXe siècle, bientôt imités par la bourgeoisie à laquelle appartiennent la plupart des fondateurs de la conférence de charité que je vais vous présenter. Deuxième élément important, un élément culturel, et ici il faut souligner le rôle d'un grand texte qui a marqué cette génération, c'est le Génie du christianisme de Chateaubriand en 1802, où Chateaubriand développe lui aussi une apologétique sensible qui rompt avec le rationalisme des Lumières. Il s'agit ici de défendre l'Église par les arts, par la civilisation. L'Église est source
de civilisation, et donc il développe toute une défense sensible, artistique de la foi. Le sentiment apparaît dans son texte comme une clé d'accès au divin. Et on retrouve la même chose chez un autre auteur fétiche de cette génération romantique, Lamartine, dont les poésies sont le livre de chevet de tous ces jeunes gens. Enfin, la jeunesse joue un rôle extrêmement important dans ce réveil religieux. C'est elle qui est à la pointe, en particulier dans les années 1835. On sent que ça commence à bouger à l'école normale supérieure, dans le quartier, enfin l'école qu'on appelait encore école normale. Et je crois qu'une phrase de Lacordaire, jeune homme arrivé de Dijon, promis à une brillante carrière d'avocat, qui se convertit et qui entre dans les ordres, devient prêtre et bientôt va restaurer les dominicains. Une phrase de Lacordaire résume bien ce souffle de la jeunesse. « Ce temps est le nôtre », écrit-il à un ami en 1839. « Ce temps est le nôtre. Il se passe des choses merveilleuses dans les âmes. Des conversions subites et surprenantes ont lieu. C'est le souffle de Dieu sur le monde ruiné avant le Fiat Lux. C'est le souffle de Dieu sur le monde ruiné avant le Fiat Lux. » Et il pense, en écrivant cette lettre, à ces jeunes gens de Saint-Vincent-de-Paul qui se convertissent dans ces années-là. On tient ainsi, si vous voulez, quelques éléments du réveil religieux de la première moitié du XIXe siècle, où l'on distingue le rôle des élites sociales et culturelles, le rôle des laïcs, l'importance, enfin, des œuvres. Ces lames de fond n'empêchent pas, malgré tout, quelques contextes localement éprouvés, et c'est ici ce que je vais essayer de vous présenter. Alors peut-être est-il nécessaire de faire un petit récit de la fondation de la conférence de Charité. Alors elle n'est pas née sur la montagne Sainte-Geneviève, je m'en excuse, mais un peu plus bas, sur la paroisse Saint-Sulpice, rue du Petit Bourbon Saint-Sulpice, qui est aujourd'hui la rue Saint-Sulpice, qui longe l'église, et où encore aujourd'hui, si vous vous y promenez, vous verrez cette plaque. Récemment, il y avait encore un échafaudage, mais il n'y est peut-être plus. Donc quand vous regardez l'église sur la gauche, ici, le 23 avril 1833, Emmanuel Bailly, Frédéric Ozanam et 5 étudiants de ses amis fondèrent la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Le 23 avril 1833, donc, à 8h du soir, au 18 rue du Petit Bourbon, se retrouvait dans les locaux de la Tribune catholique, Gazette du clergé, un journal qui paraissait tous les 2 jours et que Emmanuel Bailly dirigeait, donc Bailly et 6 étudiants. Alors qui était présent ? Emmanuel Bailly, vous avez ici un portrait un peu plus tardif, donc on n'a pas ici un homme de 40 ans, mais on n'a que 2 portraits de lui, dont un qui a été reproduit sur la fichette plus tardif, et avec un front soucieux. Il a eu une fin de vie assez, en particulier financière, assez difficile. Et donc Emmanuel Bailly, 40 ans, est journaliste. Je vous ai donné un de ses journaux, mais il en a, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, suscité énormément. Et il est aussi maître de pension. Il tient une pension, ce qui nous ramène en haut de la montagne Sainte-Geneviève, place de l'Estrapade. Emmanuel Bailly, donc, est 6 étudiants de 17 à 23 ans, dont vous avez ici 2 portraits, celui de Frédéric Ozanam à 20 ans, par Jean Maud, un élève d'Ingres, et puis un autre de leurs amis, Paul Lamache. On a quasiment les portraits de tous les fondateurs, à l'exception de Félix Clavé, mais plus âgé, avec favoris et barbe blanche, donc je ne les ai pas reproduits là, parce que c'est quand même une fondation de jeunes gens. Alors ces étudiants, qui sont-ils ? Ce sont des étudiants pour la plupart en droit, qui est la grande faculté, étudiants en droit de 2e année. On a aussi un étudiant en médecine, Jules Deveau, en 2e année également, et puis un Félix Clavé, qui est le fondateur moins bien connu, probablement en lettres. Liés donc par leurs études, ils ont 20 ans, à peu près en 1830, ce qu'un historien du quartier latin, Jean-Claude Caron, a appelé la génération romantique. Ce sont aussi, ces étudiants, tous des provinciaux. Tous sont nés à l'extérieur de Paris, et un seul, Félix Clavé, a ses parents, quoique nés à Tarbes, qui habitent Paris, et son père tient une pension pour étudiants mexicains fortunés. Et c'est extrêmement important, puisque les étudiants originaires de province sont très nombreux dans les facultés parisiennes, et se développe une sociabilité régionale extrêmement forte.
En général, on s'installe dans des hôtels ou dans des pensions garnies avec ses congénères. Les Lyonnais se retrouvent dans quelques hôtels ou pensions, les Normands aussi. Alors, ça n'est pas systématique, mais cette sociabilité d'origine est extrêmement forte et on la retrouve ici dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul au début avec les Lyonnais autour de Frédéric Ozanam. Et puis, ces jeunes gens sont aussi tous des bourgeois, tous sont bacheliers. Ils ont donc suivi la filière classique des humanités, bourgeois par leurs études et bourgeois aussi par leurs origines familiales. 3 sont fils de médecins, dont Ozanam, et peut-être un seul est socialement un petit peu au-dessus du lot, c'est Auguste Le Taillandier, issu d'une famille de grands bourgeois et négociants de Rouen. Alors que s'est-il passé au cours de cette réunion fondatrice ? Ils ont été posés un certain nombre d'éléments, donc ils se retrouvent autour d'une table, il n'y a pas d'éclairage électrique, donc on s'éclaire à la chandelle. Il y a tout un décorum, et c'est extrêmement amusant de voir qu'ensuite, quand ces jeunes gens rentreront chez eux, ils ont cherché à le reproduire pour retrouver quelque chose, un petit peu de cette ambiance devenue presque mythique, donc de cette soirée du printemps 1833. Donc une table sur laquelle est jeté un tapis vert, 2 chandelles, et puis aussi le chapeau, les bourgeois portent le chapeau, qui passe en fin de séance pour faire la quête. Donc un décorum, mais aussi un rituel, la prière au début et à la fin, Veni Sancte Spiritus, et puis une lecture dans l'Imitation de Jésus-Christ, ce grand best-seller de la littérature spirituelle. En revanche, on n'a pas pu y discuter des familles pauvres, puisqu'on n'en connaissait pas. En revanche, on choisit, dès ce jour-là, d'adopter comme principe charitable la visite des pauvres à domicile. Alors je crois qu'il y a 3 caractères importants à retenir pour comprendre cette fondation. D'abord, c'est d'emblée une œuvre catholique, une œuvre charitable, mais une œuvre catholique qui est créée. Dans le premier article du règlement, publié en 1835, on peut lire ceci. La Société de Saint-Vincent-de-Paul reçoit dans son sein tous les jeunes gens chrétiens qui veulent s'unir de prière et participer aux mêmes œuvres de charité. Qui veulent s'unir de prière et participer aux mêmes œuvres de charité. Ici, la foi est première et la charité seconde. Et d'une certaine manière, la charité n'est que le moyen que choisissent ces jeunes gens pour se soutenir dans leur foi. Et c'est seulement dans les années 1840, donc en gros ça a pris une dizaine d'années, que l'ordre des priorités, sinon s'inverse, du moins s'équilibre. D'une part, sous l'effet de la visite à domicile, on se rend bien compte que la pauvreté a une existence réelle, presque parfois insoutenable, et donc on ne va pas uniquement visiter les pauvres pour faire grandir sa foi. Et puis sous l'effet aussi de l'entrée dans cette jeune conférence d'hommes d'œuvre un peu plus âgés, comme Emmanuel Bailly, qui ont déjà une expérience de l'action charitable et qui savent distinguer les 2 domaines. Donc une œuvre catholique. Ça c'est important. Deuxième élément fondamental, c'est une organisation collective de la charité. Évidemment, la visite des pauvres à domicile est individuelle, mais chacun ne va pas visiter qui il veut, quand il veut, en lui donnant ce qu'il veut. On se retrouve chaque semaine en conférence, on discute des familles, de leurs besoins, et ensuite, à partir de la quête du pot commun qui est ramassé en fin de séance dans le chapeau, on distribue en fonction des besoins. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on veut mettre à distance, d'une certaine manière, l'élément purement compassionnel, émotif et passager. Je suis pris de pitié par un mendiant qui me tend la main au sortir d'une église, et puis ce sentiment peut passer, disparaître. Au contraire, là, dès le début, ces jeunes gens veulent organiser quelque chose de durable. Et puis... Voilà, la diapo qui correspond à ce que je raconte. Et puis, 3e élément important, c'est la visite à domicile. Ça, c'est essentiel parce que la visite à domicile est d'abord une rupture dans les habitudes charitables. Traditionnellement, on fait venir les pauvres chez soi auxquels on donne quelque chose. Et la Société de Saint-Vincent-de-Paul, au XIXe siècle, a rencontré de grandes difficultés à s'implanter dans les campagnes, précisément parce que les mendiants, les pauvres, ont plutôt l'habitude d'aller chercher chez les gens, dans les fermes, puis on leur donne quelque chose. Là, au contraire, la démarche est inverse, il s'agit d'aller chez eux. Alors c'est à la fois une rupture, mais c'est aussi à Paris une tradition qui est transmise par Emmanuel Bailly. Une autre grande œuvre charitable avait existé dans les années 1820, qui s'appelait la Société des Bonnes Œuvres, qui dépendait de la fameuse et grande congrégation à laquelle Bailly avait appartenu. Et cette Société des Bonnes Œuvres disposait de 3 sections, la visite des malades dans les hôpitaux, la visite des prisonniers et la visite
à domicile. Et donc, d'une certaine manière, la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, par l'intermédiaire d'Emmanuel Bailly, reprend une des 3 activités de la Société des Bonnes Heures avec la visite des pauvres à domicile. Alors ici, vous avez en illustration une planche de bons alimentaires, bons de pain, bons de viande, qui vient des archives des religieux de Saint-Vincent-de-Paul à Rome et qui sont signés par l'abbé Henri Planchat, qui s'occupait d'un patronage à Charonne et qui a été fusillé en 1871. Et donc on voit bon pour 1 kilo de pain, bon pour 1 litre de vin, pour 2 chemises. Et donc la famille qui recevait ces bons allait ensuite chez le boulanger qui remettait le kilo de pain, et le boulanger qui se faisait payer ensuite par la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Donc il y a là aussi, je n'en parlerai pas aujourd'hui, un rapport à l'argent et une mise à distance de l'argent qui est assez intéressante. En général, cette charité est en nature et non pas en monnaie. Malgré quelques exceptions, on pourrait en parler. Alors là, le contexte posé, la fondation rapidement décrite, cette conférence de charité va connaître une croissance assez fulgurante et pour l'historien très, très surprenante. Au début, donc ils sont, vous voyez, 7 au printemps 1833, ils sont une petite vingtaine déjà au moment où ces étudiants se séparent pour les vacances d'été, c'est-à-dire au début du mois d'août. Et quand ils rentrent de province, en novembre, la rentrée universitaire se faisait début novembre, quand ils rentrent à Paris, les locaux de la rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice ne sont plus disponibles à cause de la fusion de 2 journaux, la Tribune, la Gazette du Clergé et l'Univers religieux. Donc Bailly est obligé d'abandonner ce local et les étudiants se déplacent là, en haut de la montagne Sainte-Geneviève dans la pension d'Emmanuel Bailly, place de l'Estrapade. Et là, cette pension est au cœur du quartier étudiant, la faculté de droit est juste en face, et donc la conférence gagne en visibilité, et en 2 ans et demi, c'est-à-dire jusqu'en décembre 1835, ce sont 250 membres qui, au total, ont fait partie de la conférence de charité, c'est-à-dire plus de 100 membres nouveaux par année. Vous imaginez, pour notre société savante, quel effet ça aurait. Donc il y a une véritable ardeur de ces étudiants à y faire entrer, et puis peut-être aussi cette conférence correspondait dans ces années 1833 à un besoin dans la jeunesse étudiante. Donc vous voyez, un tel recrutement nous invite à observer, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, les réseaux de sociabilité. Pourquoi Ozanam, ses amis, cherchent-ils à faire entrer un de leurs amis dans la conférence de charité? Et puis pourquoi cet effet boule de neige d'une certaine manière? Et grâce aux procès-verbaux que ces étudiants tiennent très rapidement, on peut suivre semaine après semaine les recrutements de la conférence avec le nom de celui qui recrute et de celui qui est recruté. Monsieur Ozanam présente Monsieur Decour, qui est accueilli à l'unanimité des membres présents. Ou alors on diffère l'admission d'une semaine, on se renseigne un petit peu sur l'étudiant qui postule à la conférence de charité, et ensuite on l'admet. Et donc on peut suivre très bien un individu en recrute un autre, qui lui-même en recrute un autre, et ainsi, vous voyez, ces chaînes de recrutement finissent par dresser des réseaux d'amitié, de sociabilité. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est simplement pour vous donner, l'objectif n'est pas de lire les noms, mais pour vous donner une idée de ce que ça donne. Vous voyez, les individus sont représentés par des points, et puis avec un trait, on peut suivre le recrutement, et vous voyez, on voit très bien ces chaînes de recrutement qui se constituent, et puis les ronds sont proportionnels au nombre d'individus recrutés. Donc on voit très bien apparaître, d'une certaine manière, les sergents recruteurs de la conférence de charité, et puis tous ceux qui sont en bout de chaîne, qui ne recrutent personne. Bon. Alors vous avez un noyau en haut à gauche, le triangle fondateur, qui vous voyez est assez actif avec Ozanam qui se détache bien, et puis on voit apparaître aussi d'autres noyaux. Alors je vais simplement vous présenter 2 exemples autour de la figure de Frédéric Ozanam, et puis une autre, celle de Jean-Léon Le Prévost, qui fonde ces fameux religieux de Saint-Vincent-de-Paul auxquels l'abbé Planchat, dont je vous ai parlé, a appartenu. Et ce sont 2 modes de recrutement complètement différents. Alors Jean-Léon Le Prévost est un romantique, un libéral aussi, c'est un familier de Victor Hugo par un de ses cousins. Et c'est un homme qui est sur le chemin de la conversion dans les années 1830. Il vibre à l'unisson de Lamennais et de ses disciples. Il lit avec enthousiasme l'avenir, puis fréquente le salon de Montalembert.
et se rend aux différents sermons de Lacordaire qu'il donne à Saint-Roch ou au collège Stanislas. Autant d'occasions donc pour ce fonctionnaire des cultes de 29 ans, qui ne fait donc pas partie de ce groupe étudiant, d'entrer en contact avec cette jeunesse étudiante catholique qui gravite autour de Frédéric Ozanam. Jean-Léon Le Prévost connaît la Revue européenne, autre revue publiée par Emmanuel Bailly, et dans laquelle ses étudiants, pour gagner quelques sous qu'ils redistribuent à la quête de la conférence de charité, publient un certain nombre d'articles. Et c'est dans un modeste restaurant de la rue des Canettes, où ces étudiants avaient l'habitude de se retrouver, et Le Prévost aussi, qu'ils font connaissance. Donc on voit bien qu'on a deux mondes ici qui se rencontrent, un monde d'étudiants et puis un homme un peu plus âgé qui travaille déjà, mais qui, d'une certaine manière, fait partie du même, enfin, vibre dans une même ambiance culturelle. Et une fois inséré dans ce groupe, Le Prévost tend à le diversifier, en recrutant sur ses marges. Et ce qui est extrêmement intéressant, vous avez ici aussi un portrait de Le Prévost plus tardif, vous voyez, avec un collet de prêtre, mais là, à cette époque-là, donc il a 29 ans. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est sa proximité avec les Saint-Simoniens. Vous voyez qu'en 1835, avec Paul Chéruel, Jean-Léon Le Prévost recrute Alexandre de Saint-Chéron. Or, Chéruel comme Saint-Chéron sont des Saint-Simoniens notoires. Ils ont à peu près le même âge et tous les deux sont déjà sortis en 1835 du saint-simonisme, qu'ils abandonnent à peu près en 1831. Donc on voit bien que Chéruel a dû faire entrer son ami Saint-Chéron, mais il le présente en même temps que Le Prévost. On peut donc supposer, il y a une double présentation, que Le Prévost et Chéruel se connaissent. Et avant de fonder un ordre religieux et d'être prêtre, Le Prévost a été marié. Or, à son témoin, à son mariage, figure comme témoin Henri-Jérôme-Marie Fournel, polytechnicien, ingénieur des mines, qui a épousé sa cousine, Cécile Larieux, qui tous deux sont aussi des Saint-Simoniens notoires. Et vous voyez qu'au mariage en haut de Saint-Chéron avec Claire Bazard, le même Fournel était aussi témoin. Donc, ceci simplement pour vous montrer qu'on est autour de Le Prévost dans le milieu des Saint-Simoniens. Or, dans ces années 1830, assez troublées et de retour à l'Église, les marges justement de cette Église sont assez poreuses et y gravitent les Saint-Simoniens, les Buchésiens, ce qui n'est pas du tout le milieu de Frédéric Ozanam, qui s'était fait remarquer par une brochure, sa première brochure à 17 ans, en publiant contre les Saint-Simoniens. Vous voyez qu'ici, avec Le Prévost, au contraire, il va chercher aux marges de l'Église, dans ces sectes qui gravitent autour et dont certains de ses membres abandonnent et reviennent à l'Église par la charité. Donc ici, on a quelque chose d'extrêmement intéressant qui n'avait pas été aperçu par les biographes de Le Prévost et qui, je crois, vient enrichir sa figure, donc celle d'un homme qui recrute sur les marges. A l'inverse, Frédéric Ozanam développe au contraire une sociabilité plutôt du semblable. Ozanam, si vous lisez sa correspondance, en particulier le premier tome qui est absolument magnifique, qui couvre ses années de jeunesse, Ozanam, c'est l'homme des amitiés, des fortes amitiés presque fusionnelles. Et lui tend donc à privilégier plutôt son semblable. Alors qui est son semblable ? Ozanam a recruté en 3 ans 23 membres, ce qui est énorme, donc il a une grande ardeur pendant son séjour parisien. Et si on les passe au crible, on se rend compte que c'est finalement pas tellement l'âge qui compte pour lui. Il recrute aussi bien des gens plus jeunes que des gens plus âgés, signe aussi de sa maturité intellectuelle. Mais ce qui compte, c'est la proximité d'études, proximité de milieu social aussi, tous cette bourgeoisie à talent, et puis surtout d'origine géographique. Ozanam aime bien recruter les jeunes Lyonnais qui arrivent à Paris, Lyonnais qui sortent de la classe de philosophie de l'abbé Noirot au Collège Royal de Lyon. Et donc, quand ces jeunes gens arrivent, l'abbé Noirot les recommande à Ozanam, qui les fait entrer, généralement, dans la conférence de charité. Donc ces origines géographiques sont extrêmement fortes, mais elles ne suffisent pas. Par exemple, Hippolyte Fortoul, qui a été ministre de l'instruction publique, et qui à cette époque-là, un ami d'Ozanam, dans une lettre, ils se jurent tous deux une amitié, je les cite, à la vie et à la mort, mais quand Fortoul arrive un peu avant Ozanam à Paris, rapidement il prend une direction intellectuelle
complètement différente, et Ozanam n'a pas réussi à le faire entrer dans la conférence de charité. Donc il faut une proximité sociale, géographique, mais aussi Ozanam demande à ses amis de partager avec lui une même foi, et une foi assez combative. Ils sont dans un milieu d'étudiants, encore assez loin de l'église, volontiers railleurs, certains saint-simoniens, et donc Ozanam groupe autour de lui une petite phalange de jeunes gens prêts à défendre l'église, un peu à la Chateaubriand. Alors, où se retrouvent ces Lyonnais à Paris? Un de leurs hôtels favoris est l'hôtel des Écoles, au 7 rue des Grès. Frédéric Ozanam parle de l'immortel palais des Écoles, où régnait, je le cite, une atmosphère de science et de beefsteak. Et alors simplement une petite parenthèse aussi amusante à propos d'Ozanam. Quand il arrive à Paris, marqué par donc le génie du christianisme de Chateaubriand, il n'a qu'une hâte, c'est rencontrer le grand homme. Il y arrive, il est recommandé, il se fait introduire chez Chateaubriand, et quand il arrive chez lui, il écrit à un de ses amis ensuite, « Je l'ai vu, le grand homme, il était occupé à se chauffer une tisane. » Et finalement, la rencontre est très décevante, en tout cas la rencontre des visus, mais Ozanam est vraiment marqué par lui. Il a aussi, pendant 3 jours, marché jusque dans le Mâconnais pour aller voir Lamartine. Là, la rencontre est plus riche, et elle l'a davantage marqué. Donc vous voyez deux modes de recrutement complètement différents. Le prévôt qui tente à faire évoluer le groupe, et la Société de Saint-Vincent-de-Paul va très vite sortir de ce milieu étudiant, et puis au contraire Ozanam et d'autres après lui qui entretiennent cette conférence au sein du quartier latin. Alors, et la montagne Sainte-Geneviève, je vais insister un petit peu plus maintenant sur les lieux pour vous les présenter plus avant. Il y a 3 espaces, 3 quartiers, enfin, même s'ils sont imbriqués, qui sont importants dans la fondation de la conférence de charité. Tout d'abord, le quartier latin. Vous avez ici la Sorbonne et puis la faculté de droit. Ça, c'est une photo actuelle que j'ai prise. Les étudiants, c'est un quartier d'étudiants, mais ces étudiants sont peu nombreux. En 1840, ils sont 5000 dans les 6 facultés. Donc 5000, vous voyez, ça n'est rien à côté d'aujourd'hui. Donc peu nombreux, mais concentrés. Ça, c'est une différence avec aujourd'hui. Ils sont tous plus ou moins ici sur la montagne Sainte-Geneviève. Vous avez l'école de droit face au Panthéon, l'école de médecine un peu plus bas de la montagne. Et puis donc cette montagne concentre énormément de pensions et hôtels d'étudiants, nombreux en particulier rue Saint-Jacques. Et c'est une population assez turbulente, peu chrétienne, qui court, Ozanam en rend bien compte, volontiers les bals et les grisettes, plus que les conférences de charité et les sermons de la Cordère. Et puis des étudiants aussi prompts à se révolter ou à s'émouvoir et qui inquiètent volontiers le bourgeois et le sergent de ville. Et il y a une très belle lettre d'Ozanam en 1831 ou 32 où avec ses amis il fait le tour du Panthéon, c'est très romantique, aux alentours d'11h, minuit, sous une grande lune, et il raconte qu'ils font sonner le pavé sous l'œil très inquiet du sergent de ville qui se demande ce qu'ils sont en train de fomenter. Et en fait il rêve justement de ces projets de défense de l'Église par l'intelligence. Aussi, ne sont pas surpris de voir dans cette conférence de charité, dans ces 250 membres qui entrent en 2 ans et demi, de très nombreux étudiants en droit essentiellement, mais aussi en médecine, entrer dans la conférence. Étudiants en droit et en médecine, mais on a aussi des étudiants de ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes écoles, c'est-à-dire des normaliens et des polytechniciens, qui se retrouvent un peu plus tard dans une conférence sur le revers de la montagne Sainte-Geneviève à Saint-Médard. Et il faut imaginer, on a quelques récits, les polytechniciens en uniforme gravissant les taudis du quartier latin. On a aussi des étudiants des Beaux-Arts, en particulier des élèves de l'atelier d'Ingres. Ingres est extrêmement important dans le réveil de la peinture religieuse étudiée par Bruno Foucard, et c'est pour ça qu'en couverture de mon livre, j'ai mis une très belle charité d'Ingres. Et ces étudiants de l'atelier d'Ingres font des quêtes dans l'atelier, parmi leurs camarades artistes, peu d'ailleurs, tous ne sont pas chrétiens, et apportent ces quêtes à la conférence de charité. On a aussi l'exemple de ces jeunes artistes qui, au cours de séances, se mettaient plutôt au fond de la salle et certains sculptaient des petites figurines de cire qui représentaient les principaux membres de la conférence, les avaient même costumés et ensuite ils se retrouvaient pour des dîners un peu joyeux et festifs et faisaient des petits spectacles de marionnettes avec ces membres. Malheureusement, les archives de la Cité de Saint-Vincent-de-Paul n'ont pas conservé ces figurines, ce qui aurait été une belle source pour l'historien. Et puis on a aussi petit à petit des collégiens qui arrivent nombreux, en particulier des 2 grandes institutions catholiques de la première moitié du XIXe siècle, Stanislas, le collège Stanislas, et Juilly, au nord de Paris. Donc le quartier latin,
Deuxième espace extrêmement important, donc la place de l'Estrapade, tenue par Emmanuel Bailly. Vous avez ici aussi un portrait tardif. Alors elle a deux adresses, place de l'Estrapade et rue des Fossés-Saint-Jacques. Cette maison a disparu, 11 rue des Fossés-Saint-Jacques. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps et l'occasion de faire des recherches approfondies dans les archives cadastrales, les calepins, etc., ou dans des gravures anciennes. Donc si parmi vous, quelqu'un familier de ces sources voulait se livrer à cette recherche, ça m'intéresserait énormément. J'ai lu quelque part, mais c'est à vérifier, que les jardins de cette pension étaient peut-être sur une partie de l'emplacement de la mairie actuelle. Donc voilà, il faudrait creuser. En tout cas, on est bien place de l'Estrapade, où se trouve aussi un certain nombre d'autres hôtels d'étudiants. Il y avait un grand amphithéâtre qui pouvait contenir 500 places. Et cette pension est importante parce que Emmanuel Bailly n'est pas simplement un directeur de pension, il est aussi une sorte de maître ou de garant moral, et toute sa correspondance qui est conservée à Rome chez les Assomptionnistes, puisque ses deux fils sont entrés chez les Assomptionnistes, est passionnante parce qu'on voit toutes ces mères de famille de province extrêmement inquiètes de voir leur fils quitter la maison pour la première fois, venir à Paris dans ce lieu perdu, et demandent à Bailly de surveiller un petit peu leur sortie, voir s'ils ne fréquentent pas trop les bals, les théâtres, les grisettes, et font bien suivre leurs cours, etc. Donc on a ce rôle un petit peu paternel d'Emmanuel Bailly. Et puis aussi, dans cette pension de la place de l'Estrapade, Emmanuel Bailly avait organisé des conférences d'étudiants. Ça, c'est important. Il y avait une conférence de droit. L'enseignement du droit dans les années 1830 à la faculté était extrêmement sec et ennuyeux, on a plusieurs témoignages là-dessus, et ne formait pas du tout ces jeunes gens à la philosophie du droit, et encore moins au métier d'avocat, que la plupart embrassaient, au moins pour un temps, par la suite. Et donc il fallait pouvoir s'entraîner au débat oral et au débat contradictoire. Et donc il y avait dans Paris des conférences de droit, dont une célèbre chez Emmanuel Bailly, où l'on mimait des procès. Donc un étudiant préparait une cause, un autre défendait, et puis un autre jugeait, et comme cela on s'entraînait sur des causes fictives à ce futur métier d'avocat ou de magistrat. Et donc cette conférence de droit était importante au sein de la pension de l'Estrapade. Il y avait aussi une conférence d'histoire qui là était plus intellectuelle et qui était un lieu de confrontation extrêmement forte entre étudiants catholiques et étudiants saint-simoniens. Et je vous livre un souvenir d'Ozanam que l'on appelle le discours de Florence, puisqu'il le prononce à Florence en 1853, l'année de sa mort, à 40 ans, et il se souvient de ceci. Quelques-uns de nos jeunes compagnons de la conférence d'histoire, quelques-uns de nos jeunes compagnons d'études étaient matérialistes, quelques-uns saint-simoniens, d'autres fouriéristes, d'autres encore déistes. Lorsque nous, catholiques, nous nous efforcions de rappeler à ces frères égarés les merveilles du christianisme, ils nous disaient tous « Vous avez raison si vous parlez du passé, le christianisme a fait autrefois des prodiges. Mais aujourd'hui, le christianisme est mort. Et en effet, vous qui vous vantez d'être catholique, que faites-vous? Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre ?» Ozanam continue, ils avaient raison. Ce reproche n'était que trop mérité. Ce fut alors que nous nous dîmes, eh bien à l'œuvre, et que nos actes soient d'accord avec notre foi. Ce qu'il décrit ici, c'est le contexte de rivalité intellectuelle au sein de la conférence d'histoire, et c'est au sein de cette conférence qu'un certain Colson, fondateur indirect de la conférence de charité, saint-simonien, attaque le groupe des jeunes catholiques, les provoque, dans les termes qu'Ozanam rapporte, et du coup, de cette conférence d'histoire va naître la conférence de charité. Donc si aujourd'hui on parle encore de conférence de Saint-Vincent de Paul, on ne comprend pas toujours très bien, puisqu'il ne s'agit pas, comme disait Ozanam, de parlotte, mais il s'agit au contraire de préparer l'action. C'est en souvenir, en tout cas en référence, à ces conférences d'étudiants. Et au début, la conférence de charité, le mardi soir, n'était qu'une des conférences de la pension Bailly. Le lundi, il y avait la conférence de droit, le mercredi, la conférence d'histoire, etc. Et vous avez bien noté dans ce texte une idée saint-simonienne de la succession des religions. Le christianisme a fait son temps. Aujourd'hui, c'est le moment de l'avènement d'une nouvelle religion, la religion de l'humanité, dont les scientifiques seraient les prêtres. Encore une fois, ces marges sont poreuses, malgré ces attaques assez frontales, et Félix Clavé, l'un des fondateurs, est lui aussi un ancien saint-simonien. Troisième élément de ce quartier,
donc sur le revers de la montagne Sainte-Geneviève, le quartier Mouffetard, que l'on appelle aussi à l'époque communément le quartier de Sœur Rosalie. Alors ce quartier Mouffetard, autour de Saint-Médard, est le quartier, on est dans le 12e arrondissement ancien, donc est avec le 8e ancien, Faubourg Saint-Antoine, le quartier le plus pauvre de Paris. Je vous cite quelques chiffres simplement pour vous en donner une idée. Un habitant sur 5 est un indigent, c'est-à-dire inscrit au secours public. Un habitant sur 3 meurt à l'hôpital. Plus de 8 habitants sur 10 sont inhumés dans des fosses communes. 8 sur 10. Un habitant sur 2 reçoit des bons de pain du bureau de bienfaisance. Vous voyez une pauvreté extrêmement forte et enracinée dans le quartier. Alors y régnait la sœur Rosalie Rendu, que bon, je ne présente pas plus que cela, fille de la charité célèbre, un peu plus tard aussi en 1848. Et quel est le problème de ces jeunes gens bourgeois? C'est que quand ils décident de visiter des pauvres à domicile, ils n'en connaissent pas. Et pour la plupart, ils n'en ont jamais vu. Ils sont là, de l'autre côté, ils font leurs études, ils ne savent pas ce que c'est qu'un pauvre, ils ne savent pas ce que c'est qu'un taudis. Donc que faire une fois qu'on a décidé d'aller les visiter à domicile? Une des solutions, c'est d'aller voir la sœur Rosalie. Alors c'est Emmanuel Bailly qui les envoie vers elle, puisque sa femme s'occupait elle aussi d'œuvres charitables avec la sœur Rosalie. Et sœur Rosalie a su répondre à leur attente, parce qu'avant d'aller la voir, ils sont allés voir le curé des lieux, c'est-à-dire le curé de Saint-Étienne-du-Mont, qui est un peu suspicieux et qui leur propose de faire du catéchisme aux enfants de la paroisse. Donc ça ne convient pas tellement à leur projet. Et donc dans un deuxième temps, ils vont voir la sœur Rosalie, qui elle leur fait confiance, leur donne des listes et des adresses. Et ces jeunes gens vont donc gravir ces escaliers avec les bons de pain qu'elle leur donne et visiter les premières familles. Mais vous savez qu'une fille de charité, c'est aussi elle sait aussi leur mettre la main dessus, en tout cas les utiliser pour ses propres œuvres. Et on la voit, par exemple, leur demander de venir enseigner l'orthographe. Ce sont des intellectuels, enseigner l'orthographe à des jeunes ouvriers. En échange, eux leur demandent comment faire placer une indigente qu'ils ont visitée à l'hôpital, etc. Et donc s'établit une collaboration entre eux. La sœur Rosalie faisait quand même attention à ses visites de jeunes gens, surtout quand elle a commencé à être connue. Et on a dans les mémoires d'Armand de Melun, qui a été député en 1849, un récit de sa rencontre avec sœur Rosalie. Imaginez un jeune aristocrate arrivant du faubourg Saint-Germain et lui demandant lui aussi de visiter les pauvres. Alors elle est un peu réticente et là aussi elle le met à l'épreuve, lui donne une adresse. Et puis c'est comme ça que Armand de Melun lui aussi a été pris dans les visites charitables, et quand il est élu en 1849, il dit dans une lettre à son frère « Je veux être à l'Assemblée le représentant des pauvres et des petits ». Donc la sœur Rosalie a joué un rôle important dans le XIXe siècle et dans l'histoire du catholicisme social. Pour finir, je vais simplement évoquer ce qu'on a appelé la querelle des origines. Si certains connaissent un petit peu l'histoire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ils ont entendu parler de cette querelle qui s'élève en 1856, et qui a consisté à savoir, j'ai repris ici la couverture d'un très beau petit ouvrage de Charles Mercier qui s'est intéressé à cette représentation des origines, c'est à l'Harmattan, donc savoir qui de Ozanam ou d'Emmanuel Bailly était le fondateur, certains voulant réconcilier tout le monde par le Saint-Esprit, donc une inspiration divine. Mais en 1856, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une grande œuvre, c'est la grande œuvre charitable. Plus de 200 conférences ou groupes locaux sont créés chaque année. Donc on a une œuvre importante, reconnue, et donc il y a un véritable enjeu à savoir qui est le fondateur de cette société. Ozanam aussi est mort depuis 3 ans, en 1853, et donc se pose la question de sa mémoire. Et vous savez que pour un fondateur, mourir tôt, en général, c'est aussi une garantie de mémoire davantage entretenue, tandis que Bailly s'éteint beaucoup plus tard dans de grandes difficultés. Donc qui, d'Ozanam ou de Bailly, est le fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc j'espère vous avoir montré qu'il s'agissait plutôt d'une fondation collective, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que cette querelle correspond en fait à une représentation cléricale des origines de l'œuvre. Il s'agit d'identifier, je dis cléricale sans connotation négative, mais il s'agit d'identifier une œuvre à un fondateur, saint de préférence, et ensuite d'essayer de se nourrir de sa mémoire véhiculée par ses écrits. Autrement dit, qui est celui qui a eu l'idée géniale de cette fondation qui est réduite à un seul moment,
la séance fondatrice, le 23 avril 1833. Or, une analyse un peu sérieuse des origines, que je ne vais pas développer trop en détail ici, m'a conduit à parler plutôt que de fondation, d'actes fondateurs au pluriel. Et en fait, entre cette séance fondatrice du printemps 33 et la proclamation du règlement en décembre 35, 2 ans et demi après, qui clôt le temps fondateur, les usages devenant des articles de règlement, pendant ces 2 années et demie, on observe que le visage de la conférence de charité évolue. Certains usages sont abandonnés, d'autres apparaissent, et donc ce qui va constituer le visage de la Société de Saint-Vincent-de-Paul n'est pas défini complètement à un instant T. Je donne 2 exemples. Le choix de Vincent de Paul comme patron, qui fait passer la conférence de charité à conférence de Saint-Vincent-de-Paul, est pris en 1834, donc 1 an à peu près après la fondation. La Vierge est aussi choisie comme patronne de l'œuvre dans cette année 1834. Autre exemple aussi d'acte véritablement fondateur qui a consisté à scinder ce groupe de plus de 200 étudiants qui, vous voyez, imaginez une assemblée de 200 étudiants qui se réunissent, 200 personnes, pour discuter de leurs œuvres et des pauvres qu'ils visitent. Ça tourne rapidement à la cohue générale, on n'arrive plus à travailler, et donc certains proposent de scinder le groupe en plusieurs sous-groupes. Et là, il y a une querelle extrêmement forte en 1835. Certains disent c'est la ruine de notre œuvre, de cette amitié extrêmement forte qui nous unit, et d'autres, au contraire, disent qu'il faut privilégier l'efficacité. Finalement, c'est la deuxième voie qui l'emporte, et on décide désormais que les conférences se réuniront sur une base paroissiale. Et donc, 4 conférences, à partir de cette conférence unique de la montagne Sainte-Geneviève, sont créées. La conférence de Saint-Étienne-du-Mont, la conférence Saint-Sulpice, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, et puis une autre qui m'échappe maintenant. Voilà, mais donc 4 conférences paroissiales, et ça c'est véritablement aussi un acte fondateur, puisque en 1835, la conférence peut sortir du quartier latin et connaître une extension dans les autres paroisses parisiennes, et puis rapidement, avec le retour des étudiants en province, en dehors de Paris, puis à l'étranger. Jean Maud, qui a dessiné aux Anames et qui est élève d'Ingres, va à Rome en 1836 et crée une conférence. Puis petit à petit, ces conférences naissent dans toute l'Europe. Donc, vous voyez, acte fondateur au pluriel, temps fondateur, il s'agit de dilater la séance fondatrice, et donc groupe fondateur, et je crois qu'il n'y a ni un fondateur, ni 2 fondateurs, ni même 7 fondateurs, mais tout un groupe qui participe, sans toujours en avoir conscience, à cette constitution progressive de la société, à cette fondation. Voilà, c'est ce que j'ai raconté. Et donc, le 8 décembre 1835, le règlement est proclamé et on peut dire véritablement que la fondation est close. Emmanuel Bailly, journaliste, maître de pension, est aussi imprimeur. Il a une imprimerie place de la Sorbonne et c'est sur ses presses que paraît le premier règlement qui faisait 12 cm sur 8, vous voyez, tout petit, et qui pouvait tenir une 50aine de pages dans la poche d'un de ses étudiants. Et Emmanuel Bailly, ensuite, a aussi, à la visite à domicile, ajouté une autre œuvre, le patronage, en adoptant des orphelins auxquels il apprend un état, celui d'imprimeur, dans donc place de la Sorbonne. Alors pour conclure, je me permets de vous présenter donc ce livre qui paraît donc demain, qui sera en librairie demain, et dont ce que j'ai essayé de vous raconter n'est que le premier chapitre, donc cette histoire peut encore être développée. Et je voudrais finir en laissant la parole à François Mitterrand, vous serez peut-être surpris ou pas, qui en 1937 présidait la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de la pension mariste de la rue de Vaugirard. Et donc à la fin de l'année, il s'adresse à ses camarades et avec le style qui est le sien, leur dit ceci. La conférence de Saint-Vincent-de-Paul est une de ces vieilles dames dont on parle sans respect mais avec vénération. De son âge, on ne sait rien. On a toujours tendance à croire qu'elle ne fut jamais jeune. Mais la loi du monde nous enseigne que cela doit être faux. Je vous remercie. Oui. Donc Bailly, vous l'avez vu, a eu un certain nombre d'activités professionnelles extrêmement variées depuis les années 20 et
visiblement, il n'a pas très bien géré ses affaires financières et il fait faillite, tout simplement. Et donc, c'est le premier président général de la société. Il est en procès avec un lazariste, donc c'est une affaire extrêmement compliquée, qui a été étudiée par son biographe, qui est l'abbé Pierre Jarry, qui a fait une thèse en 1971 à la faculté de théologie d'Angers, qui malheureusement n'a jamais été publiée, mais j'en parle un petit peu dans mon ouvrage. Et donc, voilà, bon, il a 6 enfants, sa femme lui a apporté une fortune personnelle, bon, voilà, cette fin est assez triste, il est pris par des soucis, il fallait une dot pour marier ses fils, alors il n'y arrive pas, voilà, bon, c'est un petit peu ça. Vous avez parlé dans les statuts fondateurs de chrétiens, et alors il n'y avait que des catholiques, là, il n'y avait pas beaucoup de... Oui, de protestants par exemple. C'est ça. Oui, non, il n'y a que des catholiques, et même à cette époque-là, le communisme n'est pas vraiment de saison, et on est extrêmement hostile. Alors en général, les catholiques défendent une certaine conception de la charité, et lui opposent la philanthropie laïque ou protestante. Alors ça, les discours sont assez hostiles entre eux. En revanche, les pratiques, quand on les observe, quand on compare des œuvres protestantes et catholiques, sont finalement les mêmes, puisqu'il n'y a pas 36 manières, en tout cas au XIXe siècle, de secourir les pauvres. Donc la visite à domicile, les dames protestantes le pratiquent aussi. Elles ont aussi des patronages, des écoles, toute œuvre que la Société de Saint-Paul développe aussi. Et pourtant, dans les statuts, c'est bien chrétien. Oui, tout à fait, vous avez raison. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu l'action charitable Oui. de ces premières années? Oui. Alors donc il y a la visite à domicile, donc qui est l'œuvre de base encore aujourd'hui dans la Société de Saint-Paul. Alors à Paris, moi j'ai calculé, sous la monarchie de Juillet, un indigent sur 10 est visité par un confrère de Saint-Vincent-de-Paul. Donc c'est énorme finalement. 15 ans après la fondation, il y a plus de 1000 à 1500 confrères, donc hommes. Il n'y a que des hommes. Dans Paris, les dames ont aussi leurs propres œuvres. Et en gros, un indigent sur 10 est visité par un confrère. Et alors en général, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne lui apporte pas, à cette famille, l'ensemble de ses besoins annuels. J'ai calculé en bons de pain et autres, en gros, il couvre un quart des besoins. Et les autres sont couverts soit par les propres ressources de la famille, qui existent, soit par d'autres œuvres. Donc œuvres complémentaires ou œuvres concurrentes. Il y a des rivalités, surtout sous le Second Empire, entre catholiques et protestants. Alors une des grandes œuvres à Paris, ça a été les patronages. Ça c'est une œuvre assez extraordinaire. La Société de Saint-Vincent-de-Paul, en 1870, a 10 maisons qui peuvent accueillir 200 à 300 enfants à la fois. 10 maisons, donc on leur donne à manger, on leur fait du catéchisme, ils jouent aussi. Et puis ce qui est extrêmement intéressant, c'est que souvent ces enfants issus de milieux populaires sont apprentis. Et donc on parle de patronage parce qu'un patron, mais au sens d'homme dévoué, va s'occuper d'eux, négocier leur contrat avec un maître, vérifier qu'ils apprennent bien un métier et qu'on ne les emploie pas à balayer l'atelier, qu'ils sont bien nourris, qu'on respecte le repos dominical, etc. Donc les patronages, ça c'était une œuvre importante dont l'abbé Planchat a été l'une des chevaliers ouvrières donc à Charonne. Sa correspondance a été éditée, malheureusement elle n'est pas publiée. On peut se la procurer, je crois, auprès des religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui ont un site, et elle est magnifique. On voit ce qu'un prêtre pauvre lui-même fait dans ce quartier de Charonne pour les enfants. J'ai une question. Quel est le rapport de l'imprimerie du Bailly avec le dictionnaire de lettres? Et le deuxième, c'est quel est le rapport de Julie Comment, où il était cherché au collège de Julie, qui n'est pas à Paris? Non, tout à fait. Alors, pour le dictionnaire, je ne sais pas, c'est une question de chartiste. Je ne sais pas, ça je peux pas vous répondre. En revanche, pour Juilly, en fait, Bailly connaissait les directeurs de Juilly, qui sont les abbés de Salinis et de Scorbiac, qui sont des Menésiens. Donc on est dans ce milieu qui gravite autour de l'année, de l'avenir. L'un a été aumônier d'Henri IV avant, donc ils se connaissent bien. Et un des fondateurs, justement, est issu de Juilly. Donc on a, si vous voulez, deux filières par le directeur et puis par un de ses anciens élèves qui, comme la classe de la baignoire de Lyon, quand ils arrivent à Paris pour faire leurs droits, retrouvent leurs anciens camarades, logent ensemble et sont introduits dans la conférence de charité. Mais on est à, je crois, 30 km, c'est ça? Donc c'est pas très loin. C'est juste genre, ils mettent de leur propriété personnelle? Oui, tout à fait. Oui, c'est, en tout cas, dans ces années-là, la société fonctionne essentiellement avec les ressources des membres.
Donc un des exemples, c'est donc la revue européenne. Bailly leur demande des articles, ils sont payés 5 francs, et puis on a des exemples, ils les donnent à la conférence. Bon, ils ont aussi, certains sont de milieux relativement fortunés, donc ont un petit peu d'argent. Et ensuite se développe dans les années 1840-50 une grande source financière sont les sermons de charité. Là, c'est très mondain. Aujourd'hui, on pourrait presque parler de charité business. Dans le faubourg Saint-Germain, on choisit un prédicateur connu. On choisit aussi des quêteuses, si possible, titrées. Et c'est un privilège de pouvoir quêter. Et donc, si on arrive à réunir une duchesse, deux marquises, 3 comtesses du faubourg, à organiser ça aux missions étrangères, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc en faveur de la conférence de charité. Et alors au début, on a une lettre extrêmement drôle que je cite dans mon livre de François Lallier, un de ces jeunes étudiants qui est absolument hostile à ces sermons de charité. Et il dit mais qu'est-ce que ça veut dire, ces grandes dames qui vont quêter pour nous qui sommes d'obscurs étudiants. Voilà. Et puis petit à petit, finalement c'est quand même commode, les sermons de charité s'imposent. Tout à fait. On a un exemple avec, je crois que c'est Madame Thiers, il me semble, qui avait réussi à se faire inscrire comme quêteuse, puis ses amis la dénoncent en disant qu'elle n'est pas baptisée. Alors du coup... Et j'ai retrouvé aussi un autre... c'est amusant, la vicomtesse Hugo qui quête pour la conférence de Saint-Étienne-du-Mont dans les années 1840. Est-ce qu'on sait pendant combien de temps ces jeunes étudiants ont appartenu à la conférence? Est-ce que c'est une activité qu'ils ont maintenue au long de leur... Oui, alors beaucoup, donc en général ils sont à Paris pour 3 ans, le temps d'une licence, parfois le doctorat, une année de plus, c'est l'époque bénie, donc 3-4 ans, et en général ils cherchent à fonder une conférence quand ils rentrent chez eux en province. Et on a énormément d'exemples d'engagement très souvent pour la vie. Alors, quand ils rentrent en province, les choses changent un petit peu, parce qu'en général, la première occupation de leur mère, c'est de les marier. Donc, les conférences de jeunes gens deviennent assez vite des conférences d'hommes mariés, qui s'embourgeoisent un petit peu, et qui changent aussi de mode de fonctionnement. C'était des conférences, les visiteurs étaient plutôt des hommes. Ah, que des hommes, là. Enfin, dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, que des hommes. Les dames, en 1840, sur le modèle de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ressuscitent les confréries de charité, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Beaucoup de dames, Tout à fait. qui assez pauvres. Tout à fait. Des dames, c'est jamais des messieurs. Oui, alors on parle très peu des hommes, mais à mon avis, parce que effectivement, il y avait plus de dames charitables que d'hommes charitables, ça c'est indéniable. En revanche, on parle peu des hommes, et si on s'intéresse à un motif pictural, celui de la visite charitable, on retrouve depuis au moins le 18e, j'en ai trouvé quelques-uns, ce thème iconographique de la visite du pauvre. C'est toujours une femme qui est représentée. Et la première visite charitable d'homme que j'ai trouvée, c'est en 1880. Donc vous voyez, il y a un temps de réaction pour que le modèle iconographique évolue, entre 1840 et 80. Mais pour la première fois, je trouve un homme, et le sous-titre, c'est la visite de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Mais effectivement, les femmes étaient plus présentes sur ce terrain. On a aussi énormément d'exemples que j'ai développés d'hommes dans la conférence, et puis d'épouses chez les dames de la charité. Les enfants aussi, les confrères ensuite emmènent leurs enfants dans les visites. Oui. Alors, quelle était l'activité professionnelle des indigents visités? Alors, je ne l'ai pas étudié de manière systématique, mais dans mes sources, comptes rendus de visite, etc., on trouve assez souvent des mentions. Alors on a par exemple, on a beaucoup de veuves dans les quartiers, ce que j'expliquais tout à l'heure, dans les quartiers du centre de la capitale, qui n'ont quasiment aucune ressource. Bon, ça c'est un des éléments. On a aussi, dans les quartiers périphériques, plutôt des ouvriers, là, qui sont secourus de manière temporaire. C'est les deux grands types de populations que j'ai vus. Des familles aussi, beaucoup de familles, quand par exemple le mari ouvrier décède d'un accident du travail ou est invalide, du coup automatiquement ils font partie des indigents et ils sont visités par les conférences. Et puis on a tout ce monde des petits métiers, marchandes de ceci, de cela, dont les ressources ne permettent pas de vivre en fait. Et donc le don est là un mode complémentaire, mais la charité n'est pas seule.
Alors, j'en ai trouvé beaucoup après 1848, après la crise économique. Du coup, il y a beaucoup d'artisans qui font partie des indigents et qui sont secourus par les conférences. Mais dans l'Est parisien, ça c'est très intéressant, il y a beaucoup de chefs d'atelier qui sont des confrères de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, proportionnellement assez peu, mais dans ces quartiers, Sainte-Marguerite, Saint-Antoine, etc., dans le faubourg, on a des chefs d'atelier qui sont aussi des confrères de Saint-Vincent-de-Paul. Ont-ils une action spécifique dans la commune ? Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas étudié la commune, je me suis arrêté au seuil parce que c'était c'est un monde d'étudier la commune. Donc, c'est difficile de répondre. L'exemple de l'abbé Planchat que je donnais tout à l'heure est assez intéressant. Il est arrêté, donc il est en prise à la commune, à l'anticléricalisme de la commune, mais il est défendu. Il y a tout un tas de lettres et de pétitions par les gens du quartier qui disent tous les biens qu'il fait. Donc, ce serait intéressant de voir, par exemple, dans le Père Duchesne, donc j'ai un peu parcouru, les confrères de Saint-Vincent-de-Paul sont la cible des communes armées. Il faudrait voir si, dans la population parisienne, pauvre, on a les mêmes réactions d'hostilité ou pas. Voilà, c'est à creuser et à continuer. J'ai deux questions. Oui. Je réponds à cette dame parce que dans le 13e arrondissement, après la commune, on peut citer l'œuvre de Paulin Enfer qui crée la Lupin, qui était lui aussi à la Ligue d'ailleurs. Et la Lupin, c'était non seulement l'accueil des indigents, mais des patronages pour les jeunes, des groupes de théâtre. Tout à fait. On explique l'indigence du quartier en 1848 parce qu'il est en train de muter. De quel quartier, pardon ? Du quartier de Montmartre, s'il y avait autant de gens qui étaient pauvres. Vous avez dit que c'était. Ah non, je parlais de manière générale, hein, je ne parlais pas du quartier. Le quartier de Montmartre, qui est autant de pauvreté. Est-ce qu'il est en pleine mutation? Est-ce que tous les petits métiers qui s'étaient faits? Je crois que Mouffetard, après 1848, est toujours un quartier, en tout cas derrière sur les montagnes, est toujours aussi pauvre. Hein, ça ne change pas beaucoup. Hein. Alors, pourquoi ce quartier est un quartier pauvre? Alors là, il faudrait... peut-être, monsieur, je ne sais pas si vous le savez davantage que moi, il y a des phénomènes cumulatifs aussi dans les quartiers, de dégradation de l'habitat, d'activités qui se maintiennent, donc aussi de non-rénovation du quartier au moment des travaux haussmanniens. C'est l'autre côté qui est... il y a le quartier des chiffonniers, là, qui est tout près aussi, donc du coup, évidemment, ça maintient cette pauvreté. Oui. Aux artisans qui étaient Saint-Antoine, par exemple, qui étaient aussi de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, ils n'étaient pas très catholiques en général. Non. Et on leur demandait un certain niveau de croyance ou pas? Alors, on demande, enfin c'est assez minimal, on demande ce que demande l'Église, c'est-à-dire de faire ses Pâques une fois par an, c'est-à-dire de se confesser. Donc effectivement, on a une pratique minimale, et puis donc, vous avez des confrères qui se situent un peu dans cette zone-là, et puis vous avez à l'opposé les dévots qui organisent aussi des pèlerinages, des retraites pour les confrères, etc. Donc on a un petit peu tout l'éventail. Alors donc très vite, là, en 1835, les conférences décident de prendre comme territoire et comme base la paroisse. Mais, ça c'est extrêmement important, ils veulent garder leur autonomie de laïque. Et donc le président d'une conférence dans une paroisse est souvent un notable local, il peut faire partie de la fabrique, il siège au banc d'œuvre, mais c'est toujours des laïcs qui sont au bureau de la conférence. Alors au début, ça a posé quelques difficultés, assez peu à Paris, puisque comme la population est quand même très anticléricale, on ne voit pas toujours d'un bon œil son clergé, du coup ces laïcs pénètrent plus facilement, par exemple pour négocier les contrats d'apprentissage, un chef d'atelier par exemple n'aurait peut-être pas laissé rentrer une soutane dans son atelier, en revanche un bourgeois qui arrive en frac, peut rentrer. Donc il y a une autonomie de laïcs, ça qui est extrêmement forte, et ça c'est un apport aussi des Lyonnais, parce qu'ils sont marqués par la propagation de la foi, donc ils ont cet héritage d'indépendance laïque. Mais ça a posé des problèmes très forts en Allemagne, auxquels je me suis intéressé, et aujourd'hui encore, j'ai cru comprendre que dans certains pays, effectivement, le clergé ne voit pas forcément d'un bon œil cette indépendance d'hommes qui veulent bien les soutenir, mais qui se tiennent aussi à distance. Mais je
crois que nous allons remercier vivement Mathieu Brejon de la Vernier. C'est moi qui vous remercie.